Euh, Bonjour Chris. Bonjour. Euh, on vient de regarder à l'instant une petite série de vidéos qui ont été prises en partie par tes soins. Ouais. Euh, D'autres personnes filmaient aussi, ce qui t'a permis de constituer en fait, si tu veux, toute cette répression policière sur différents angles. Sur différents angles. Euh, bon, première question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi c'est Fétani Chris. Je suis veilleur de nuit dans les foyers de la petite enfance depuis 4 ans. J'ai 39 ans. Je suis père de deux petites filles de 7 et 8 ans. Je suis célibataire. J'ai la garde de mes enfants une semaine sur deux. Et je travaille en contact des adolescents depuis presque 20 ans. Mon père a été policier pendant 25 ans à la police municipale de Valbonne. Euh, j'ai été éduqué, je pense, correctement. Je suis un citoyen honnête et je le pense avoir des valeurs qui sont les miennes et qui. Je suis enfoncé. Non, du tout. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à... Qu'est-ce qui m'a amené à faire les films, à faire tout ça, à m'intéresser aux gilets jaunes? Oui, oui, oui. En fin de compte, je suis déjà depuis toujours très concerné par la politique, qu'elle soit nationale ou internationale. Je me sens concerné par les autres, par le monde dans lequel je vis, par aussi l'avenir de mes enfants. Donc ce mouvement a été pour moi le moyen d'exprimer tout ce que je ressentais depuis des dizaines d'années en matière de revendications sociales, sociétales ou de, comment vous expliquer. Ça fait 30 ans à peu près que je suis en âge de pouvoir réfléchir et que je vis dans un monde où on me raconte toujours la même chose. Donc tous les 10 ans, j'entends le même discours, je vois toujours les mêmes gens qui ont toujours plus d'argent et les mêmes gens qui en ont toujours moins. Donc en fin de compte, étant d'un milieu modeste, ayant eu une maman dame de ménage, mon papa ayant fait presque une trentaine de boulots, étant issu de l'immigration moi aussi, j'ai toujours été étonné depuis tout petit de voir quelle différence il y avait entre ceux qui possédaient des choses et ceux qui n'en avaient pas. Donc j'arrivais pas à comprendre depuis tout petit pourquoi mon père, ma mère, certaines personnes qui étaient soi-disant de conditions sociales inférieures devaient être moins respectées ou moins considérées que d'autres qui au demeurant étaient des gens horribles, très méprisants, mais qui avaient de l'argent. Donc bon, je suis dans une région qui est la Côte d'Azur, peut-être c'est la région qui me fait dire ça, mais bon, j'ai toujours été révolté par cette inégalité, cet oubli depuis 30 ans de la lutte des classes qui pour moi est une lutte sérieuse et concrète, qui avec la consommation, avec le monde dans lequel nous vivons, les médias, la numérisation de la vie, la technologie, le progrès comme ils l'appellent, est devenu une chose assez banale. Donc aujourd'hui, tu existes parce que tu es, ou parce que tu possèdes plutôt que plus que parce que tu es. Donc il est nécessaire d'avoir plutôt que d'être. Et c'est des choses qui m'ont inspiré quand j'ai vu le mouvement des Gilets jaunes, et surtout que j'ai vu qu'il y avait tout le monde, c'est-à-dire des noirs, des blancs, des chrétiens, des musulmans, des ouvriers, des patrons, je sais pas, qu'il y avait une unité que j'ai rarement vue en France, parce que la France c'est le règne de la division pour moi. Donc chacun se met de son côté, en fonction de sa couleur, de sa religion, de sa profession, avec ses propres corporatismes, ses propres conflits d'intérêts. Donc j'ai été étonné de voir autant de gens de petites conditions, certes, la majorité, il faut dire ce qui est, s'unir ensemble malgré leurs différences et se parler tout simplement, se parler, communiquer. Ce qui fait la force justement de ce mouvement, c'est que tout le monde se mélange et tout le monde partage en fait ses points de vue, et ça c'est extraordinaire. Alors, à travers ces vidéos, moi, qui m'ont laissé vraiment, qui me laissent avec un grand point d'interrogation, qui me laissent penseur, enfin j'ai pas les mots. On vient de regarder quand même pas mal de petites vidéos là, et entre les arrestations arbitraires, la répression policière, la violence policière, l'abus de pouvoir, il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que tu peux nous parler de ta situation par rapport à cette date du 15 décembre, qui était donc l'acte 5 à Antibes? Que s'est-il passé? Quelle était ta position? Qu'est-ce que tu faisais? Et qu'est-ce qui s'est passé, s'il te plaît? Donc je reviens au mouvement du 17, Oui. qui m'a interpellé, dont j'ai voulu participer, surtout
avec laquelle, comme j'ai quelques compétences en matière de vidéo, j'ai voulu descendre et filmer tout ça, et rendre une information plus objective, sachant que les médias de masse, comme vous le savez tous, répètent la propagande gouvernementale à longueur de journée. Je me suis dit que je pouvais aider le mouvement en filmant ce qui se passait réellement et en le diffusant dans les réseaux sociaux, comme beaucoup de gens le font, et ont raison de le faire d'ailleurs. Donc dès le 17, je me suis mis à faire des petits films, qui d'ailleurs vous pouvez les regarder sur mon site, sur ma chaîne YouTube, qui était assez bon enfant, où il y avait quelques colibés sur la police, mais qui était vraiment très bon esprit. Mais malheureusement, à partir de décembre, c'est vrai que la répression nous a rattrapés et que les policiers se sont mis à frapper à tort et à travers tout le monde. Et que c'est vrai, je passais mes week-ends à les filmer en train de frapper des gens innocents. Et qu'à force de les agacer, le 15 décembre, alors que j'étais sur les lieux seulement depuis 30 minutes, ayant la garde de mes enfants ce jour-là et les ayant posés chez mon père 20 minutes avant, je décide, mon père habitant à proximité du rond-point de Provence, je décide de faire quelques images pour le week-end, pour ne pas n'avoir rien fait, pour participer un petit peu au mouvement. Donc j'arrive à 6h30 le 15 décembre au rond-point de Provence. À 19h à peu près, une première intervention des policiers qui coursent un jeune homme, je ne sais pas pour quelle raison, apparemment pour rien, qui frappe plusieurs personnes, que je filme, qui me mettent des coups dans la caméra et que donc j'insulte, parce que bon, je me fais frapper, donc forcément j'insulte. Ces policiers se replient, et 40 minutes après une autre joute verbale avec un autre gilet jaune, après aussi préalablement m'avoir menacé les semaines précédentes et ce jour-là de ma caméra à plusieurs reprises, ils m'ont attrapé à une trentaine de baqueux et de CRS pour me subtiliser ma caméra et ils m'ont lâché en place publique. On le voit d'ailleurs dans les vidéos. Hein. Ouais, oui, oui, ça se voit parfaitement dans les vidéos. C'est très clair. J'ai les mains dans les poches quand je me fais frapper, on voit la personne de la BAC qu'auparavant j'ai filmé en train de frapper d'autres personnes et que j'ai filmé les semaines auparavant et qui m'a menacé les semaines auparavant de m'arrêter de tous les noms. Ce monsieur m'a arrêté, m'a frappé avec ses collègues CRS, m'a accusé de rébellion, de violence, de tout ce qui est possible imaginable, a insulté mes enfants, a tenu des propos racistes, m'ont brisé la main avec 3 fractures sur cette main droite, donc avec une opération urgente après 50 heures de garde à vue. Pardon, propos racistes, quels sont les mots, propos racistes portés? On t'avait dit qu'on allait on t'avait dit qu'on allait te niquer, espèce de raton, terroriste, islamiste de merde, t'avais qu'à rester dans ton râtelier. On a pris mes papiers aussi, parce que dans mes papiers j'ai la photo de mes 2 petites filles. Et ces messieurs de la BAC, cagoulés évidemment, hein, mais bon, que je reconnais, et que je reconnaîtrai toujours, ces messieurs ont pris les photos de mes filles et voyant que j'avais ma carte professionnelle du foyer d'enfance, m'ont dit qu'en tant qu'éducateur, mes filles finiront certainement sur le trottoir. Voilà, donc c'est ce genre de... Après, je pourrais vous en dire d'autres, mais c'est ce genre de propos insultants, humiliants, sans compter bien sûr les coups de matraque, la blessure grave que j'ai eue, les traitements odieux que j'ai eus. Dans la blessure grave, tu parles de ton poignet, de ta main. main. De ma main, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça s'est passé ça? Je pense que c'est quand ils m'ont lâché à plusieurs. Après exactement, je sais pas. Tu n'as pas senti la douleur tout de suite? Non, j'ai pas senti le choc. Ma main s'est mise à gonfler en garde à vue quand je suis arrivé en garde à vue. On m'a emmené à l'hôpital La Fontaine, où une personne qui était arrêtée avec moi, une jeune femme qui a été condamnée elle aussi pour rien, a été traînée devant moi en plein hôpital, devant le sourire des soignants. Et donc à l'hôpital, un médecin libanais, je crois, ou je sais pas, un médecin, je pense qu'il n'est pas qualifié, mais bon, m'a ausculté avec les menottes dans le dos, et donc n'a pas constaté mes fractures de la main, et m'a donné un Doliprane. Il t'a ausculté avec les menottes dans le dos? Il m'a ausculté entravé, je lui ai même fait une petite remarque en lui disant que le serment d'Hippocrate se transformait souvent en serment d'Hypocrite. Et là, il s'est mis à sourire avec ses amis infirmières et infirmiers. Et bon, on m'a renvoyé directement dans les mains des policiers qui nous ont traînés en garde à vue. À ce moment-là, pardon de te couper, à ce moment-là, tu étais conscient que tu avais ta main brisée? Non, franchement, je vous avoue non, parce que comme j'étais lynché, j'avais le nez en sang, j'avais la mâchoire, j'arrivais plus à parler, parce que comme ils m'ont mis des coups de pied dans la tête et des coups de matraque dans la tête, forcément, bon, je
suis assez costaud, mais bon. Tu leur as dit que tu avais mal à la main à ce moment-là? Oui, évidemment, oui, non, mais il n'a pas voulu. Je lui ai demandé même pourquoi il ne voulait pas me désentraver, que c'était pas normal pour un médecin de m'ausculter sans entraver. Oui. Ce qu'il a fait d'ailleurs pour la personne qui était avec moi aussi en garde à vue et qui a été auscultée entravée, qui était malade gravement d'ailleurs aussi. Cette personne, c'était quoi? C'était une femme? Une femme, une femme, une quarantaine d'années, qui a été arrêtée dans la même, à la volée, quoi, qui a été arrêtée à la volée pour rien, pour aucune raison, parce qu'elle me filmait en train de me faire lyncher, je suppose, je ne sais pas, et qui avait déjà été arrêtée auparavant sans aucune raison. Cette personne a été aussi maltraitée à l'hôpital, a été traînée à terre, humiliée, et mise en garde à vue alors qu'elle était malade gravement. Et encore, si vous savez ce qu'ils ont été capables de faire les policiers de la police nationale d'Antibes, au commissariat d'Antibes, pendant notre garde à vue, c'est surréaliste. C'est surréaliste. En 2 mots? En 2 mots, je sais pas. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un jeune homme qu'ils ont arrêté, que je salue d'ailleurs, et j'espère qu'il va bien, qui a été relaxé depuis, pour suspicion d'incendie criminel. Parce qu'il était à Carrefour, en train de mettre l'essence dans sa petite moto et qu'il avait un bidon de mélange. Bon, comme vous savez tous, quand on a une moto, on a son bidon de mélange. Quand on habite loin sur les hauteurs de Nice, il vaut mieux avoir son bidon pour pas tomber en panne. Exactement. Mais bon, ce jeune homme a été arrêté par la BAC, traité de tout, traîné en garde à vue, 50 heures de garde à vue comme nous, et il a malheureusement mal vécu sa garde à vue et pleuré pratiquement tout le long. Et il a interpellé les policières, nos geôlières, nos très chères geôlières, pour leur demander pourquoi est-ce qu'on renouvelait sa garde à vue alors qu'il n'avait rien fait. Et tout en pleurant et leur demandant pourquoi elle faisait ça, pourquoi il le traitait ainsi, elles leur ont dit textuellement: tu sais, nous on est des filles, on est des femmes, mais on a plus de couilles que toi, espèce de petite merde. Donc ça, c'est un exemple du traitement que les policiers d'Antibes font aux gens innocents qui sont en prison. D'ailleurs, ils ne le font pas aux voyous. Hein. Les voyous, on leur amène des cigarettes, les voyous, on leur fait des bisous pratiquement. Mais bon, ça, après, je ne suis pas là pour ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, par exemple, j'ai fait un refus d'ADN, ce qui est mon droit constitutionnel. J'ai le droit de refuser qu'on me prenne mon ADN, car je ne suis pas un pédophile ni un criminel. Mais le policier, l'OPJ, lorsqu'il a entendu le fait que je ne voulais pas donner mon ADN, s'est mis comme un enfant de 8 ans à m'insulter, à vociférer en disant que je devais sûrement cacher quelque chose, que je devais sûrement être un méchant pédophile terroriste islamo-gauchiste, que c'était pas normal de refuser machin, que c'était un délit. Donc je lui ai rappelé que j'étais très bien conscient que c'était un délit, que s'il fallait s'en expliquer, je m'en étais déjà expliqué auprès d'un procureur il y a des années. Ce monsieur s'est énervé, a utilisé un subterfuge qui est quand même assez minable, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas donné à manger pendant 48 heures. Donc j'ai une personne que je connais au sein du commissariat d'Antibes qui est policier, que je connais depuis tout petit, qui est venu me voir en me disant il faut que tu manges quelque chose, et m'a amené un plat réchauffé dégueulasse. Tu as fait combien d'heures de garde à vue? 50 heures en tout. 50 heures. Quand j'ai fait 48 heures, j'ai fait 45 heures au commissariat d'Antibes, plus une dizaine d'heures déférées. Donc les 45 heures, voire les premières 48 heures, rien à manger, rien dans le ventre? Non, rien. Un morceau de pain de mie que l'ami dont je vous parlais, policier, m'a amené. Oui. Sinon, rien du tout. Rien, ni à boire. On nous a enfermés toute une nuit. Je fais beaucoup de digressions, je suis navré, hein, j'en fais beaucoup, mais bon, il faudrait que je mette ça plus en place. Mais par exemple, la première nuit, on n'a pas eu à manger ni à boire. La jeune femme dont je vous parlais est malade, doit aller aux toilettes souvent, et doit s'asseoir pour aller aux toilettes par rapport à sa maladie. Et ils lui ont refusé toute la nuit d'aller aux toilettes, ou sinon ils lui ont proposé des toilettes communes qui sont, comme vous le savez, odieuses, sur lesquelles elle ne pouvait pas s'asseoir. Tout en mettant la musique, une musique des Gilets jaunes qui est très connue, là, une des premières, là, Zouk, là, Gilets jaunaires. Ils buvaient des bières et ils passaient devant nos cellules en nous insultant. Moi, j'ai eu le droit, de la part d'un geôlier, d'ailleurs que j'aimerais bien revoir pour qu'il vienne exécuter ce qu'il m'a promis. J'ai eu le droit, comme j'ai les cheveux longs, je vais te tirer ta queue de cheval, te baiser comme un cheval. La jeune femme à côté de moi a eu le droit à d'autres insultes aussi, comme espèce d'hystérique, de folle dingue, on va t'enfermer. On nous a interdit d'aller aux toilettes toute la nuit. Ils se sont mis à danser devant nous en se moquant des gilets jaunes. Donc voilà, ce genre de spectacle désolant. Tout en sirotant des bières. Ah ouais, en tout cas, il fêtait quelque chose. En tout cas, ça buvait, c'était sûr. Il fêtait quelque chose. Alors apparemment, ils devaient être très contents de leur nuit, ils devaient être très contents de leur basse besogne. Mais je vous assure, j'ai passé 48 heures dans cette cellule moisie, blessé, avec 3 fractures à la main. Et quand j'ai vu arriver pour mon renouvellement de garde à vue la substitut du procureur, je me suis dit, ah, enfin, je vais peut-être avoir quelqu'un de compétent en face de moi, d'humain, qui va remettre les choses en place et réappliquer le droit, ou du moins remettre la loi à sa place.
sachant que je n'ai rien fait, que les images le montrent, que mon seul tort c'est d'avoir filmé des policiers en train de frapper des citoyens innocents. Mais bon, je vois arriver cette procureure qui badine avec les policiers, qui plaisante, qui rigole. Bon, certes, je m'assois, elle me dit, votre garde à vue va être renouvelée. Bon, j'en suis très étonné, je dis, madame, regardez ma main, je lui fais constater ma main qui a gonflé, qui ressemble à un gant de boxe, mon nez en sang, ma mâchoire cassée pratiquement. Ça, pardon, c'était au bout de combien de temps que Le renouvellement, c'est au bout de 24 heures. Au bout de 24 heures. Bien donc sûr. Là, je suppose, en ayant une main fracturée, ça avait enflé. Ah oui, gonflé, gant de boxe. Donc, le seul remède, pour l'instant, c'était Doliprane. J'ai eu un Doliprane à l'hôpital au début de ma garde à vue. D'accord. Ouais. Et en garde à vue, ils t'avaient démenotté ou toujours menotté? Non, ils m'ont laissé menotter avant de me fouiller, de me déshabiller, tout ça, de faire la fouille. Et après, ils m'ont enlevé les serflex, parce que c'était pas des menottes, c'était des serflex. Ils m'ont mis 4 serflex. Ah oui, d'accord. Oui. Donc j'avais 4 serflex pour... Ouais. Et en gros, cette garde à vue, pour quel motif? Alors le motif, vous avez l'article, alors j'ai pas envie de me tromper, vous avez l'article qu'ils utilisent tout le temps au début du moment, j'utilisais toujours un article que Sarkozy avait fait sur les regroupements en vue de commettre ceci, alors j'ai pas envie de dire des bêtises, oui. Article 241, genre de je sais pas quoi. L'arrestation préventive, quoi. Voilà, je sais pas, c'est au cas où. C'est voilà. l'article dont certains journalistes à la con appellent l'artiste Minority Report, c'est-à-dire qu'on anticipe sur les faits que vous allez faire. Donc en vue de commettre en groupe des faits délictueux, criminels contre je sais pas qui. Ils se remettent jamais en cause. Ça j'ai été relaxé de toute façon. Ça c'est le prétexte pour vous mettre en garde à vue 50 heures parce que c'est la charge la plus importante. Après le reste c'est outrage et rébellion. Donc finalement, in fine, la seule chose qu'on m'a reproché, et qu'ils sont pu me reprocher, c'est d'avoir insulté un policier qui m'avait frappé avec sa matraque sur ma caméra. Donc de lui avoir dit, sale fils de pute, pourquoi tu m'as frappé? Voilà, textuellement, en grosso modo, c'est ça qu'on me reproche. Donc 5 mois ferme pour ça. Donc tu as vu la procureure. La procureure, elle est arrivée, je me suis dit, tiens, quelqu'un de compétent peut-être, mais finalement non. Elle badinait avec le policier qui auparavant m'a dit, de toute façon, la proc, elle va te renouveler, espèce de bico. Je dis, bon, on verra bien, parce que, comme vous pouvez le constater, j'essaye de me défendre. J'essaye de faire appliquer la loi, j'ai fait un peu de droit, voilà, vite fait 2 années de droit. Bon, j'ai pas fini mes études, certes, comme l'a fait remarquer la procureure avec tellement de gentillesse. Mais j'ai quand même l'intention de me défendre quand on m'accuse. Et ça les a insupportés. Ça les a insupportés. La procureure, lorsqu'elle m'a renouvelé ma garde à vue, j'ai simplement demandé, alors comme je vous lis textuellement, je lui ai dit, Madame la procureure, veuillez s'il vous plaît me motiver votre décision de renouveler ma garde à vue. Et après avoir prononcé ces mots, je ne sais pas, peut-être qu'apparemment je l'ai insultée ou je ne sais pas ce que j'ai fait, mais elle s'est mise dans une colère noire. Elle m'a dit que c'était elle la loi, que moi je n'étais rien, que ce n'est pas parce que je savais prononcer 2 syllabes que j'étais forcément quelqu'un de qualifié, que je n'étais pas un juriste, et que si elle décidait, elle, de renouveler ma garde à vue, c'est parce qu'elle avait des raisons pour le faire. Donc elle s'est énervée, elle a appelé l'OPJ qui rigolait derrière elle, et elle lui a dit « foutez-le en cellule tout de suite ». Donc on m'a jeté avec ma blessure, sachant que je lui ai montré quand même ma blessure, que je lui ai fait constater que j'étais blessé gravement. Elle m'a remis en cellule, comme un chien, sous les rires et les colibés des policiers, évidemment. Sachant que j'ai eu droit 2 heures après à un bilan psychiatrique. Donc c'est-à-dire que j'ai vu un pseudo-psychologue, psychiatre, un charlatan, un Sigmund Freud à 2 francs 56 sous. D'ailleurs, je te ferai de la publicité, mon grand, je vais t'en faire de la belle publicité à toi, qui, au bout de 24 heures de garde à vue sans soins, alors j'ai été lynché, traîné par 30 personnes, ose me dire sans me saluer, en regardant ma main blessée, qu'il n'est pas médecin, qu'il n'en a rien à foutre, et que c'est lui qui décide si on m'enferme ou pas. En me regardant et en me disant au bout de 5 secondes, je sens en vous un petit sentiment de persécution. Donc là, excusez-moi, mais vu les conséquences, vu le contexte, j'ai un peu explosé devant ce monsieur en lui disant voilà, qu'il fallait qu'il retourne faire ses études en fac de psy, qu'il aille faire un tour, que s'il était là pour travailler pour le gouvernement ou pour la procureure, qu'il fasse son sale travail, qu'il m'enferme ou qu'il ne m'enferme pas, mais qu'il me laisse tranquille. Donc ce monsieur a fait son petit rapport psychiatrique à 2 francs 6 sous en disant que, alors en même temps que j'étais un conspirationniste, mais qu'en même temps je répétais les discours des médias. Donc je sais pas. Alors apparemment il doit avoir un petit problème dans son cerveau, il a des paradoxes dans sa tête, ou son cursus scolaire n'a pas dû être parfait, mais ce monsieur est un gilet jaune complotiste qui répétait les mensonges des médias, donc je sais pas. En tout cas, son rôle n'était pas d'avoir un avis personnel sur les gilets jaunes ou quoi que ce soit, mais d'expertiser, soi-disant, si j'étais quelqu'un de dangereux ou pas. Bon. Ok, donc Excusez-moi, je parle beaucoup. Non, au contraire, je sais que la vidéo, elle pourrait durer des heures tellement tu en as gros sur le cœur. Ouais. Je voudrais simplement... donc tu as fait au total 54 heures
50 heures. 50 heures de garde à vue. Ben, en gros, ils À m'ont dit. partir de ces 50 heures, ça a été directement jugement au tribunal, où tu es sorti. C'est comique parce que j'ai été déféré au parquet. Non, j'ai été déféré. On m'a dit, parce qu'après, vous savez, le notion Sortie d'heure. de garde à vue, référé au parquet. Non, il n'y a pas de sortie de garde à vue. En fin de compte, on vous signifie en garde à vue Ouais. votre déferment au parquet. En gros, on vient vous faire signer encore un énième papier, parce que sachant que les PV, les machins, vous savez, les PV, bon, l'orthographe des policiers, tout le monde la connaît, hein, mais bon. Je me suis permis de vouloir corriger l'orthographe des policiers, je me suis pris une volée, parce que j'ai pas fini, je vais encore faire une digression, mais j'ai pas fini avec la procureure. Parce que, outre le bilan psychiatrique à 2 balles qui a servi à rien, qui a fait venir un mec pour faire travailler les copains, j'ai eu droit aussi à un outrage à magistrat. C'est-à-dire que de lui avoir demandé pourquoi elle me renouvelait ma garde à vue, m'a donné 1 heure après droit à un procès verbal pour outrage à magistrat. Comme quoi, une geôlière m'aurait entendu dans ma cellule dire procureur de mer. Vous avez eu le travail quand même. Donc je remonte dans l'OPJ pour faire un procès verbal, pour qu'on me signifie l'infraction, parce que c'est 1 an, hein, ferme l'outrage à magistrat. Donc bon, je constate que apparemment j'aurais dit enculé ou je sais pas quoi, sachant que je n'ai jamais insulté cette personne. Je suis sorti, on m'a viré, on m'a mis dans ma cellule. Alors certes, hein, pendant 48 heures, je ne vous dis pas que j'ai pas exulté dans ma cellule, mais bon, à part dire que c'est un pays antidémocratique ou à part crier au scandale, j'ai pas insulté ad nominem cette personne. Mais bon, on me convoque, on me fait faire un procès verbal, en gros on me fait comprendre qu'il va falloir que je collabore et que j'arrête un peu mes digressions juridiques, que je ne suis qu'un petit immigré parmi les autres qui croit savoir parler bien français, hein, qui croit savoir connaître le droit, mais qui ne pourra pas avoir raison de toute manière. Donc il vaut mieux que je me conforme à la règle plutôt que je me rebelle. Donc en gros, j'ai fait les mêmes discours à monsieur l'OPJ pour l'outrage à magistrat pour m'excuser auprès de la substitut du procureur. J'ai fait quasiment le même discours avec les mêmes mots, sauf que là on m'a pas reproché de parler bien, on m'a pas reproché d'être un immigré qui se prend pour un français ou quoi que ce soit. Là d'un coup, presque à la fin de mon procès verbal, presque il m'a adopté le policier. Tout ça parce que j'ai fait amende honorable, c'est-à-dire que je me suis couché. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai vu une deuxième avocate qui m'a dit « Bon, c'est bien beau de se défendre, mais vous savez, vous êtes mal barré. Le contexte politique fait que vous avez tort et qu'il faut dire le discours que eux veulent entendre. » Donc à la fin, je l'ai fait pour ne pas avoir d'outrage à magistrat. Pareil pour le refus d'ADN. C'est-à-dire qu'en fin de compte, toutes ces choses-là, pendant ma garde à vue, ont été des choses qu'on m'a mis, qu'on m'a mis sur la tête, qu'on m'a mis sur le dos, volontairement, pour me faire peur. Sachant que quand j'ai été déféré au parquet devant la procureure, 90% des charges étaient effacées. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de traces du refus d'ADN, il n'y avait plus de traces de l'outrage, il n'y avait plus de traces de tout ça. J'ai fait 17 procès-verbaux simplement pour un outrage et une rébellion. Ce qui logiquement dépend du tribunal de police, une amende et merci, au revoir. Payer l'ongle cassé au policier 500 € et merci, se fait la fin de mois tranquille. Alors un petit aparté par rapport, il me semble que tu m'avais dit que tu avais fait appel à un huissier, que tu as payé quand même une certaine somme, de manière à pouvoir mettre... Ah non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est la personne qui était, une des personnes qui était avec moi, qui était jugée avec moi, qu'on a été groupés en tant que gilets jaunes. Oui. Parce que bon, il y a eu un article de Nice Matin aussi qui nous groupait en tant que gilets jaunes, Oui. d'Antibes violents ou je ne sais pas quoi. C'est cette personne-là, à la première audience, qui a été reportée. Il y a eu un report d'audience sous le prétexte, d'une part, que les clés USB que nous avons fournies avec les vidéos que j'ai en ma possession n'étaient pas conformes à l'ordinateur de Madame la procureure, ce qui est quand même incroyable. Mais bon. Et d'autre part, parce qu'il fallait faire authentifier ou valider, parce qu'authentifier, je ne vois pas en quoi un huissier a les qualités pour authentifier une vidéo, mais bon, faire valider par huissier les vidéos que nous leur fournissons, sachant qu'il y en a une bonne quinzaine. Est-ce que ça a été validé ou pas? Moi, je n'ai pas les moyens. Déjà, moi, l'avocat, les frais de santé, tout ça, ça a été très compliqué pour moi, très dur pour moi. Heureusement, mon père était là pour me soutenir, que ma famille était là, ça a été très difficile. Donc moi, je leur ai dit, jamais de la vie, je mettrai des sous, je donnerai encore des sous à un de vos copains, pour faire travailler la famille, pour travailler les copains, pour rien, parce qu'il n'a aucune compétence en plus pour valider mes images. Ils n'ont pas tenu compte d'aucune vidéo. Des miennes en tout cas non, mais par contre, celle qui était avec moi, elle les a fait. A fait appel à un huissier. Il a payé 500 ou 600 € pour une seule vidéo, je crois. D'accord, ils en ont tenu compte. Le procureur a visionné cette vidéo. Ils ont... En tout cas, au deuxième procès, non. Aucune mention de ces vidéos, aucune mention de mes blessures non plus, en 2 procès. En 2 procès, aucune mention de mes blessures, 45 jours d'ITT. Imaginez si moi je mets 45 jours d'ITT à un policier, si je ne vais pas aux assises. C'est une circonstance aggravante. Donc,
Je vais revenir. Je me souviens plus. Que t'avait dit la procureure justement quand elle t'a entendu parler? Et tu m'avais dit qu'elle t'avait dit. La procureure m'a dit textuellement. Sous vos airs, justement, d'une personne qui paraît très instruite. Ou enfin, c'est ça, elle m'a fait le classique mépris social des gens qui portent des robes et croient que quand ils chient ça sent bon. Ben, elle m'a regardé en me disant Monsieur Fétani s'exprime. Non, Monsieur Fétani a la verve haute, mais tout ceci ne sert qu'à dissimuler sa perversité. Donc en gros, je suis capable de sortir des phrases éloquentes, mais simplement pour berner mon monde et faire valoir une perversité cachée qui serait sous-jacente. Bon, donc tu sors, voilà, pardonne-moi, je vais devoir faire un petit peu court. Tu sors de tout ça, tu sors de ta garde à vue. Ben, je suis directement opéré en urgence. Tu sors du tribunal. De là, donc forcément, tu vas te diriger vers un hôpital. Directement à Pasteur. D'ailleurs, je remercie tout le personnel de Pasteur qui, contrairement à La Fontaine, ont été fantastiques, admirables. Je peux rien dire. Je les remercie parce que ça a été une bouffée d'air fantastique d'avoir des gens, je sais pas, attentionnés, compatissants et qui étaient à l'écoute. En tout cas, je remercie l'hôpital Pasteur et tous ses employés. J'ai été à l'hôpital, j'ai attendu 24 heures, 4 fractures à la main broyée, plusieurs morceaux d'os. Oui, là je vois aujourd'hui que tu n'as plus ton attel, mais tu l'as. Non, j'ai plus rien. Tu l'as plus depuis peu, parce que combien de temps tu as gardé ton attel? 2 mois, j'ai été immobilisé pendant 2 mois à la maison, sans pouvoir m'occuper de mes enfants, sans pouvoir fêter Noël, sans pouvoir partir en vacances, sans pouvoir faire tout ce que j'avais prévu de faire. Avec chaque semaine des visites à l'hôpital pour faire des radios et regarder comment ça fonctionne. On m'a mis 4 broches. On me les a enlevés il y a à peu près 1 mois. Je ne pourrai plus jamais me servir de ma main comme je m'en servais avant. Il y a une petite perte partielle de l'extension de la main. Mais bon, ça à la rigueur, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est le traitement. Comment arrives-tu aujourd'hui à travers ton métier, toi qui a l'air d'être pacifiste quand même, qui au départ donc, a été arrêté simplement parce que tu as osé filmer, tu as osé montrer cette répression, cette violence policière. Comment tu arrives aujourd'hui à expliquer aux jeunes en leur disant écoute, il y a toujours de l'espoir? Comment tu arrives à pouvoir. Je vais te dire franchement. Oui. Franchement, moi j'ai passé. Même ceux qui me connaissent, ils vont rigoler. Mais bon. J'ai passé presque. Ouais, j'ai 39 ans de ma vie à dire aux gens qui sont autour de moi qu'il ne faut pas faire de bêtises. Ou je me suis occupé de jeunes dans les collèges ou là dans les foyers sociaux, foyers d'urgence, donc de gamins qui sont en difficulté, qui ont des souffrances, qui ont certaines pathologies aussi. Donc j'ai passé 39 ans de ma vie, que ce soit dans mon entourage comme dans le milieu professionnel, à essayer de faire parler la mesure, d'essayer d'atténuer cette colère que certains peuvent avoir, et qui est d'ailleurs justifiée parfois. Mais aujourd'hui, comment t'expliquer? J'ai eu toujours le discours de dire aux jeunes de ne pas tomber que ce soit dans la délinquance ou dans les choses faciles, l'argent facile, ou de ne pas tomber dans les clichés, de ne pas montrer ce que certains veulent justement qu'ils fassent pour pouvoir déverser leur bile xénophobe. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux plus leur dire ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dis aux jeunes? Je ne peux plus leur dire ça. Je ne peux plus leur dire comme je disais à mes jeunes avant. Vous savez, dans la police, c'est comme de partout. Il y a des cons de partout. C'est comme chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les juifs. Je veux dire, un connard, ça reste un con. La connerie est universelle. Les races n'existent pas. Donc il faut arrêter avec ces débats qui n'ont pas de sens. Brassens le disait. Oui, Brassens le disait, mais aujourd'hui, malheureusement, ces gamins, eux, ils voient. Tout à fait. Ils vont dans une entreprise de nettoyage, ils voient. Ils vont dans un cabinet d'avocats, ils voient. Ils vont au Parlement, ils voient. Ils voient 577 blancs. Voilà ce qu'ils voient. Une question personnelle. Aujourd'hui, j'ai rien à leur dire à part que leur dire que toute la police, c'est les mêmes. Et que avant, j'avais une certaine tolérance pour ceux, parmi les policiers, qui ont toujours un peu de tolérance, qui essayent de mesurer la violence de leurs collègues, qui sont différents. J'essayais de dire aux jeunes que tout le monde n'était pas pareil. Ben, aujourd'hui, en ce qui concerne la police, je n'aurai plus jamais ce discours. Parce que celui, même qui ne dit rien, ou qui ne fait rien, ou qui ne frappe pas, mais qui regarde, il est encore plus coupable, car il est complice de son collègue qui frappe une femme à terre, un jeune homme, un adolescent, une vieille dame, ou je ne sais pas qui, pour rien, gratuitement, juste pour déverser sa haine pathologique des autres, ou son besoin de violence, ou je ne sais pas quel tare congénital que ces gens ont pour faire une telle fonction, pour avoir une telle fonction. Alors, donc excusez-moi, mais c'est pas bien ce que je dis, mais non, les jeunes, j'ai pas à leur dire, à part leur dire se révolter. Voilà, j'ai passé 39 ans de ma vie à leur dire de rester calme, de ne pas tomber dans la violence, de ne pas tomber dans l'excès, que tout ce qui était excessif était insignifiant. Aujourd'hui, je leur dirais tout le contraire. Battez-vous, ne vous laissez pas faire,
prenez tout ce qu'il y a à prendre, il n'y a plus rien à faire. Je n'ai plus aucun respect pour cette institution, qu'elle soit policière ou judiciaire d'ailleurs. Judiciaire, ce sont des gens qui nous méprisent, qui nous ont toujours méprisés, qui nous ont toujours mis sous leur semelle, et qui aujourd'hui encore, d'ailleurs au grand étonnement de certains Français qui viennent de se réveiller, aujourd'hui encore nous traitent comme des esclaves, enfin, des esclaves modernes, certes, des esclaves peut-être avec voilà, une paire de lunettes ou avec quelques miettes. Mais je suis désolé, au niveau de la justice, moi on m'a reproché dans un tribunal français d'avoir une chemise jaune, par exemple. J'ai passé devant monsieur le président du tribunal de grâce et madame la procureure principale, j'ai passé une demi-heure à justifier la chemise jaune que je portais. Comme si aujourd'hui en France, c'est le débat. Aujourd'hui en France, dans le tribunal français, le problème qui nous occupait, c'était ça. C'était ma chemise jaune. Donc vous voyez dans quel contexte. Ah, mais on le voit de toute façon, sur tous les actes qu'il y a eu après, encore récemment le 14 juillet, le moindre ballon, la moindre chemise, oui, le moindre t-shirt. On est où? Excusez-moi, parce que moi j'ai fait un peu la fac de droit. On est parti vite parce que c'est pas... On est dans la dictature. Oui, mais alors à quoi sert de dire aux gens, vous devez être tous conscients de vos droits, et quand vous êtes en justice et que vous faites valoir vos droits, on vous fait comprendre que non. Oh, votre condition sociale, non, monsieur. Vous êtes trop pauvre ou trop miséreux ou trop basané pour pouvoir parler de droits. Vous êtes trop pauvre ou trop basané ou trop immigré pour pouvoir vous défendre. Vous êtes trop ceci pour pouvoir avoir des mots éloquents. Vous êtes trop ceci pour interpréter le droit. Vous n'avez pas de carte de presse ni être député pour filmer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens, juridiquement parlant. Et c'est une procureure qui me dit ça. Et un président du tribunal qui le valide. Et qui vient me parler de ma chemise. Je lui parle de ses chaussettes. On est à la Fashion Week. Je comprends pas, en fin de compte. Je comprends pas. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que j'ai passé ma vie à dire aux gamins, comprenez, prenez des pas de recul, réfléchissez, rentrez pas dans l'avion, c'est ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, je leur dis quoi? Je dirais quoi à ma fille? Demain, quand elle va être plus grande, quand elle va se faire frapper par un flic, quand elle va se faire violer par un commissaire, hein, comme ils ont fait là-bas au quai d'Orsay, au quai d'Orfèvre, je sais même. Personne n'en parle d'ailleurs. Où on emmène dans un poste de police une femme, on la viole devant tout le monde et on les laisse sortir. Ils sont en liberté, ces messieurs. Ils sont en liberté, ces messieurs. Donc quand ma fille elle sera violée par ces gens-là, je dirais, ah, c'est pas grave, ma fille, c'est comme ça. T'es mal né. C'est normal, on est des pauvres cons, on est des illettrés, des analphabètes, on est des pauvres français moyens. On n'a pas les moyens. Parce qu'il n'y a pas de justice. La justice, elle est faite pour ceux qui ont du pognon. On nous parle du système américain en disant que c'est un système démoniaque. Mais c'est pareil chez nous. C'est pareil, on est dans un système féodal, pseudo-monarchique, où chacun a son petit domaine. Et les magistrats, vous imaginez que j'ai pris 5 mois ferme? Je n'ai rien fait, j'ai 5 vidéos qui le prouvent, et que il y a quelques semaines, il y a un mec qui a violé sa fille pendant 5 ans, il a pris 18 mois de sursis. Mais je comprends pas en fin de compte. Pourquoi moi, ceux qui sont comme moi, les gens de petites conditions, ils iront dans les facs, ils iront se cultiver pour que le jour où ils le sont cultivés, le jour où ils ont les compétences de se défendre, on les ramène à leurs conditions. Je comprends pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien dans le pantalon. Enfin. Dis-moi Chris, est-ce que tu es soutenu par ta famille? Je suis soutenu, bien sûr. Après, je suis soutenu par ma famille. Mon père m'a soutenu, heureusement qu'il est là, je le remercie. Sachant que même la procureure s'est permis de l'insulter en plein tribunal en disant que certes, il était policier depuis 25 ans, certes, il a été décoré, certes ceci et certes cela, mais ça n'empêche pas qu'il ait pu mal m'éduquer. Ce qui est quand même incroyable. Hein. Sachant que je suis aussi orphelin de la police nationale. Bon, chacun a ses tares. Hein. Moi, j'ai été orphelin de la police nationale. Mon père étant policier, ma mère étant morte il y a 20 ans. J'ai bénéficié de certaines subventions de la part d'Orphéopolis, qui me le rendent bien aujourd'hui avec 5 mois ferme de prison d'ailleurs. Mais bon, pour vous montrer comment, même si vous avez un dossier nickel, que vous êtes une personne honnête, on vous cherchera toujours des noises et on vous rappellera toujours que vous êtes qu'un petit vaurien, qu'une petite racaille, comme ils aiment le dire. Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre aujourd'hui. Excuse-moi, j'en reviens à ma famille. Ils me soutiennent, mais ils ont vachement peur. C'est-à-dire que, comme la plupart des gens qui étaient autour de moi, et d'ailleurs, à l'endroit où je me suis fait lyncher, Rond-Point de Provence, c'est simple, les semaines précédentes, il n'y a plus personne. Voilà, j'ai eu peut-être 5 ou 6 témoignages, et le jour où j'ai été jugé, pas une seule personne en salle. Bon, après, c'est toujours difficile de se faire abandonner par les siens, mais j'ai cru que ces gens-là étaient avec moi, mais finalement... Tu ne demandais rien, mais tu t'es aperçu quand même que tu n'as pas été trop soutenu par les gens qui t'entouraient au moment des actes. Mais non, parce que finalement, ce qui m'a attiré chez les Gilets jaunes, ce qui m'a attiré dans ce mouvement, c'est l'éclectisme. C'est le fait que des dames, des messieurs, des gens de la Côte d'Azur qui, auparavant, quand ils me voyaient, ils changeaient de trottoir, ou ils tenaient leur sac, ou ils étaient un peu
voilà, suspicieux. Ben, aujourd'hui, ces gens-là, ils parlaient avec moi à cœur ouvert. Et donc on se comprenait, on échangeait ensemble. Et j'ai été déçu quand on m'a lynché parce que ces gens-là que je pensais être voilà, dans le partage et dans la solidarité, ah ben, ils m'ont complètement laissé tomber. Complètement. C'est au point de presque tu reviens, parce que j'ai eu une interdiction, un contrôle judiciaire, pointé, machin, interdiction de se réunir, d'être en contact avec les Gilets jaunes pendant 3 mois, patati, patata, tout le bordel, interdiction de manifester. Mais bon, ça m'a pas empêché de retourner sur le lieu pour aller prendre des témoignages et de voir des gens. Mais bon, j'ai eu, à part Stéphanie, à part quelques exceptions, sur les 800 ou 900 personnes qui devaient être présentes le jour où je me suis fait lyncher. Tu as des nouvelles de cette jeune femme qui avait été arrêtée le même jour que toi? Oui, bien sûr, oui, on est en contact, parce que comme le jugement est groupé, comme on est jugé ensemble, elle a son avocate, moi j'ai la mienne, mais bon, oui, j'ai des nouvelles d'elle. Elle aussi, elle essaie de se défendre comme elle peut, mais par contre... Au jour d'aujourd'hui, elle s'est un petit peu remise de tout ça, ou c'est encore très dur? C'est compliqué, déjà c'est une personne, comme je dis, qui est malade, qui avait déjà des soucis de santé assez graves, sachant que cette personne, comme moi j'ai été humilié pendant l'audience, elle a été plus qu'humiliée. Elle a été qualifiée d'hystérique par une procureure qui est quand même une femme, sachant que le procès en hystérie date du Moyen-Âge quand même. L'hystérie, c'est aujourd'hui traiter une femme d'hystérique, c'est quasiment misogyne, je veux dire. Mais venant d'une femme, c'est encore plus choquant. En gros, ils voulaient la faire passer pour une folle. Ils l'ont insultée, ils lui ont dit qu'elle compensait le vide de sa vie dans des ronds-points avec des gens qui gagnent le RSA, qu'elle croyait exister en faisant la petite chef avec des alcooliques. Donc bon, ce genre de propos qui l'ont humiliée, qui d'une part, après les traitements qu'elle a eu en garde à vue et ce qu'elle a subi comme violence, ont fini par achever son mental malheureusement. Et aujourd'hui, elle est très choquée. Je crois qu'elle développe un syndrome post-traumatique. Non, elle est détruite, cette jeune femme est détruite. Elle se bat, certes, elle se bat parce qu'on est là, parce que son mari est là, parce que les gens qui l'aiment sont là. Mais par contre, j'en reviens à ce que je disais il y a 5 secondes, elle non plus, qui était pourtant tous les jours et qui avait, contrairement à moi, des contacts quotidiens avec les gens du rond-point, n'a pas eu forcément beaucoup de soutien, ni de... Alors après, je sais que les égos, les histoires de personnes, tout ça, ça arrive, mais je sais pas. Vous savez, moi, comme avec toi, on a soutenu Olive il y a quelques semaines. Je le connais pas, hein. Je sais pas qui c'est, mais demain, si c'est toi ou une autre personne que je vois en face de moi se faire maltraiter injustement, je serai là pour le soutenir, en tout cas. Donc aujourd'hui, après 7 mois par rapport à cette date du 15 décembre, la question va paraître un peu dérisoire parce que bon, on comprend bien ton ressenti aujourd'hui, mais avec le recul aujourd'hui, comment tu pourrais décrire ton ressenti et au jour d'aujourd'hui, quel est ton combat? Ah, mon combat, c'est compliqué. Quel est mon combat? Je sais pas, il reste à définir mon combat. Parce que je vois que le mouvement est traîné dans la boue, je vois qu'alternativement on est traité d'extrémistes de droite, d'islamo-gauchistes, de voyous, de casseurs, de black blocs, de je sais pas quoi, de tout et de n'importe quoi. Je vois aussi que le mouvement se disperse à gauche, à droite, et aussi en même temps, vu que les beaux jours sont arrivés, je suis dépité par le fait que pour certains, les vacances devraient forcément marquer l'arrêt du mouvement ou marquer une pause dans le mouvement. C'est symptomatique du monde dans lequel on vit, du monde consumériste dans lequel on vit, où il y aurait des temps de consommation et des temps de lutte. Donc moi, mon combat, je sais pas, tu sais, depuis que je suis né, moi je suis en combat, donc j'en sais rien. Est-ce que tu as l'intention de continuer à filmer? Ah oui, je continuerai à filmer, qu'ils m'interdisent ou pas, je continuerai toujours à filmer car c'est mon droit. D'ailleurs, je rappelle pour info que la circulaire de 2008 de M. Sarkozy, de M. Kadhafi, je devrais dire, de M. Sarkozy, stipule que tout policier, tout agent de l'État a le droit, dans l'exercice de ses fonctions, d'être filmé par tout citoyen qui en a le désir. Point, barre. Voilà, tout policier qui vous interdira de les filmer est dans l'illégalité la plus complète. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Sarkozy. Donc ça, au bout d'un moment, il faudrait que les policiers le comprennent et qu'un jour les juges et les magistrats appliquent la loi aussi pour les policiers. Sachant qu'aujourd'hui, pas un seul policier, en 7 mois, 8 mois pratiquement, n'a été condamné ou n'a été traîné en justice pour toutes les violences qu'on a vues. Si tu veux, moi j'ai à peu près 400 vidéos de violence. Je peux te les montrer, hein, parce que M. Castaner dit qu'il n'a jamais vu un policier frapper un manifestant. Ouais. Aujourd'hui, au bout de 7 mois, combien de policiers sont passés en justice devant un juge? Combien? 0. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le combat de quoi?
c'est un combat inégal. Je vais te faire des chants sur la démocratie, sur l'unité, sur la non-violence, comme certains représentants à la con qui passent leur temps sur CNews ou LCI ou BFM Merde TV pour dire la même chose tout le temps, comme l'autre abruti qui s'est fait une coupe, là, qui s'est mis un costume, qui s'est rasé la barbe et qui crache sur Jérôme alors qu'il a perdu un œil en disant que c'est ses petits problèmes privés. Vous savez, moi, mon combat, il reste à définir. Voilà. Après les gilets jaunes, je suis solidaire avec eux, je serai toujours solidaire avec eux. J'ai jamais porté de gilet jaune, parce que mes convictions, je les ai portées depuis que je suis né. J'ai pas besoin d'un habit ni d'un costume pour être qui je suis. J'ai pas besoin de ça. Alors après, je peux comprendre la communication, je peux comprendre le sens de l'objet en lui-même, je le comprends parfaitement. Mais par contre, je ne comprends pas le comportement de certaines personnes qui vont, pour aller au ski ou pour aller à la plage, le poser, le mettre de côté leurs convictions pour rentrer et se baigner dans le confort consumériste, dans le confort capitaliste qui nous rend tous esclaves finalement. Donc le mouvement, j'en sais rien, ils sont en train de le détruire. Ils sont en train d'en faire je sais pas quoi. Alors mon avis personnel, c'est que le mouvement, ils vont chercher par tous les moyens à continuer à le détruire. Mon avis qui est toujours personnel, et je peux me tromper, je pense que le mouvement a encore des longs mois, voire des années devant lui. Rome, c'est pas fait un jour. J'ose espérer, et c'est ma conviction toujours personnelle, que de toute façon, des têtes tomberont, que tous ceux qui ont été violents, que tous ceux qui ont fait aussi bien des arrestations préventives, aussi bien des arrestations avec violence, tous ces gens-là, tôt ou tard, c'est ce qui me fait, moi, dire que je suis gilet jaune et je resterai gilet jaune, et que de toute façon, ces gens-là seront jugés. Ils seront tous jugés jusqu'au dernier. Ce mouvement, justement, il est là pour faire, comment dirais-je, ressurgir toute la vérité. On est là justement pour déterrer tout ce qui a été enfoui depuis trop longtemps, depuis des années. Et ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent, la vérité se saura. La vérité se saura. Et... Je sais pas, t'en es persuadé, c'est bien, moi j'en suis pas persuadé. Je pense qu'on se fait endormir et qu'on se fait endormir depuis des décennies. Et que, moi, après, il n'y a pas de souci, hein, comme on dit, les sports fait vivre. Mais regarde, ils ont pris un jeune homme, ils l'ont jeté dans la rivière. Ça fait un mois. Ça pourrait être ton fils, le mien. Tout à fait. Il est où? Dis-moi, ils font quoi là, les jeunes pour lui là? Qui fait quoi? Ça pourrait être ton fils, le mien, ça, je comprends pas. Qui fait quoi? Donc quel espoir de quoi? Quel espoir de quoi? Tu oublies que... Tu oublies les collabos, tu oublies 45, tu oublies que 65% des policiers votent Front National, que 70% des militaires votent Front National. Il y a une fois de plus, par rapport à ce sujet, effectivement une grosse pression, parce que bon, moi je n'ai même pas vu encore la tête des parents. Je ne sais pas si toi tu as eu l'occasion de voir. Non, il y a un silence des parents, mais après qui peut être compréhensible. Mais tu trouves ça acceptable que des journalistes traitent un présumé disparu, une personne qui est sûrement morte, noyée par la police, le traite d'ivrogne, de drogué? Tu trouves ça normal que la seule information que peuvent sortir ces putains de perroquets, là, ces prompteurs sur pattes à la con, là, tous lisses comme ils sont, là, comme des zombies à la con, tous ces abrutis là, qui passent en continu leur information stupide, leur même ligne éditoriale identique là, à la con, qui osent te dire, alors qu'un jeune homme est mort, a été jeté par la police dans une rivière et recherché, osent te dire, oui mais ils étaient ivres ou ils prennent des cachetons, ou comment je comprends pas moi, en fait, comment nous, gilets jaunes ou pas, français en général, on accepte ça. Comment? Parce qu'on accepte aussi qu'on bombarde des gamins en Irak, qu'on accepte qu'on bombarde des gens en Libye. En fin de compte, on est tous pareils. Tant que ça ne nous touche pas directement, on n'est pas concernés. Donc j'arrive pas à comprendre, moi. Logiquement, la France, elle devrait être en feu pour ce jeune homme. Parce que ça pourrait être le fils de tout le monde, c'est un citoyen comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il méritait de mourir? Il est où? Personne pose la question, il est où? Non, il y en a qui se posent la question, mais seulement c'est... Toi, moi, combien? On est 70 millions. En tout cas, ce qui me fait espérer, moi je le vois par rapport à toutes ces semaines qui passent, et ces mois qui passent, il y a quand même aujourd'hui, on va dire je vois que les journalistes indépendants, pour ceux qui le sont encore... c'est un pléonasme, ça. Comment? C'est un pléonasme, non, les journalistes indépendants. Mais ce que je vois, c'est qu'à travers les journalistes indépendants, pour ceux qui le sont comme encore, à travers des gens comme toi ou à travers d'autres gens qui filment, on a quand même, malgré cette fâcheuse tendance du gouvernement à vouloir justement que la vérité sorte, essayer justement de cacher toutes ces vidéos, ces milliers de vidéos qu'il y a sur tous les réseaux sociaux,
Malgré tout, on ne peut pas cacher la vérité. Ce que je vois, c'est que il y a de ci, de là des gens, des écrivains, des journalistes, des gens qui sont dans une autre échelle sociale, qui commencent à faire ressurgir justement toutes ces vérités que notre cher gouvernement ne veut pas entendre. Et c'est ce qui me donne cet espoir. Et je vois que tu as un petit sourire. Évidemment. Non, c'est quand tu parles des artistes, des machins, de tous ces gens-là. Oui, non, mais on n'est que trop peu nombreux. Mais je reste convaincu et persuadé que tout ça va changer. Mais moi, depuis que je suis né, je le souhaite. Voilà. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, toi et moi, il y a plus de gens qui sortent la pilule au soleil que de gens qui sont en train de parler de ce jeune homme qui a disparu. C'est ça que je dis simplement. Après, je sais pas la morale. Moi aussi, tout le monde a des défauts. Mais ce que je veux dire, parce que je suis comme tout le monde, je suis dans le monde comme tout le monde, je suis bien obligé. Mais ce que je veux dire, c'est à partir en digression, parce qu'en plus, moi, je suis le roi de la digression, alors je critique ce que je fais tout le temps, mais bon. À partir en digression, que ce soit avec les gilets jaunes de tel endroit, alors en atelier constituant, en ceci, en cela, en atelier de prévention sur ce qu'il faut dire aux policiers. Mais il faut arrêter, aux distributions de bonbons, ouverture de péage, il faut arrêter. Moi, les policiers, je sais très bien ce qu'il faut leur dire, je sais très bien ce qu'ils ont le droit de faire, je connais le code de procédure pénale. Je leur ai dit ce qu'ils avaient le droit de faire ou pas, ils m'ont ri au nez, ils sont foutus de ma gueule. La justice, elle a fait la même chose, elle m'a rappelé à ma condition, elle m'a dit, toi, qu'est-ce que tu parles de droit, ferme ta gueule. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Si tu avais un petit mot à dire aux journalistes indépendants... Journalistes, faites votre métier. Faites votre métier. Voilà, faites votre métier une bonne fois pour toutes. Voilà, arrêtez de manger des homards avec de Rugis et les copains là, à Paris. Hein, et faites votre métier, venez en province un peu. Et aussi, il faut arrêter ça. Ce parisianisme ambiant de merde, ce centralisme à la con. Je suis représenté par 4 tondus, moi, qui mangent à Paris, là, au Fouquet's, avec M. Sarkozy, Mme Bruni ou M. Macron, le Jupiter, là, ou je sais pas quoi. Et tous ces apôtres. C'est ça, en fin de compte, la France, c'est ça. La France, c'est le petit milieu bobo parisien à la con, là, qui nous dirige et qui nous dit ce qu'on doit faire, ce qu'on doit manger, où on doit pisser, où on doit chier, où on doit s'asseoir. Qu'est-ce que j'ai à dire aux journalistes? Arrêtez la collusion, arrêtez de manger avec eux. Hein, allez voir votre patron et dites-lui que vous êtes indépendant. Mais ils le feront jamais. Ils le feront jamais. Vous les avez vus? Est-ce que vous les avez vus? Pas pour le moment, mais est-ce que vous les avez vus? Ce sont des plantes vertes, des troncs, des perroquets. Ils ont une éditoriale qui est jetée par Reuters ou par l'AFP le matin, et ils répètent tous en boucle la même information. On te dit, ouais, il y a 35 chaînes d'information, mon cul. Viens, on zappe. Ils ont tous la même ligne éditoriale. Ça veut dire qu'en fin de compte, il y a des comités il y a des rédacteurs en chef, des rédactions entières qui se lèvent le matin et qui prennent un fax et c'est déjà écrit ce qu'il y a à dire. Comment ça? Vous n'avez pas de discussion, vous ne choisissez pas les sujets. Vous n'avez pas une rédaction, des directeurs de rédaction qui disent voilà, aujourd'hui on va parler de ça. Ben non, regarde la presse écrite, regarde les chaînes en continu. C'est les mêmes lignes éditoriales. Ce sont les capitalistes et les gouvernants et les entreprises qui font l'agenda. Voilà. Ce sont eux qui font l'agenda médiatique. Et nous on est là, comme des bœufs, assis, alors la pseudo-opinion publique. On t'a fait croire qu'après le débat sur les européennes, ou je sais pas quoi, Macron, c'est celui qui a été le plus convaincant, ou je sais pas quoi, alors qu'on a sondé 950 personnes. 950 tondus, des trous du cul de 4 subs qui ont que ça à foutre dans des boîtes de pub à Paris, qu'à répondre à des putains de sondages Sofres commandés par BFM TV. Monsieur Drahi, l'ami de Sarkozy, qui a acheté SFR grâce à lui il y a 4 ou 5 ans. Je veux dire, au bout d'un moment, on va te dire, après, on va te taxer de complotiste. Il n'y a pas de complotiste, vas-y, viens, on a des papiers. Venez, les preuves sont là. Mais, tu as certains journalistes, du moins la plupart, je sais pas, il y a comme un flou dans leur tête, ou je sais pas, il y a un truc qui marche pas, on ne sait pas pourquoi, et ils n'ont pas envie de le dire. Je sais pas, moi je t'ai dit, j'ai 300 vidéos de violence. Il doit y en avoir bien plus d'ailleurs, hein. Mais j'en ai 300. Comment il n'y en a pas une seule qui a pu finir sur les chaînes des grands médias? Comment? Alors après, de temps en temps, tu as Le Monde ou même Mediapart qui font semblant de faire leur travail, et tout le monde est content. On te sort le homard de Régis. Mais pendant qu'on te parle du homard de Régis pendant 2 semaines, on te vote le Mercosur. Hop! Et on te vote la loi contre les soi-disant insultes sur Internet. Et hop, après on te vote l'accord sur le Canada. La loi fessée. Voilà. Mais c'est ça que je dis, c'est que pendant qu'on t'endort avec l'autre et c'est Omar à la con, sachant qu'en plus il est en train de se racheter une dignité là maintenant, parce que soi-disant la justice aurait dit, oh non, c'était un dîner d'affaires. Non, mais on nous prend pour qui au bout d'un moment? Non, c'est ça que je comprends pas, moi. C'est qu'au bout d'un moment, les pauvres gens qui tous les jours comme moi, ils arrivent le 15, ils disent putain, j'ai plus de thunes, je sais pas quoi. Comment ils prennent pas leurs couilles, hein, leurs baloches, ils se mettent dans la rue,
Et ils leur rentrent dedans. Moi, ça, je comprends pas. Et depuis tout petit, je comprenais pas. Mon père qui dise oui au chèvre, ou que ma mère elle fasse le ménage à des gros porcs qui étaient là, qui lui lâchaient 4 francs 5, 6 sous au black pour qu'elle puisse faire le ménage dans leur grande maison, leur 3e maison ou quoi. C'est les plus radins du monde en plus, ces gens-là. C'est les pires, tu les accroches au plafond. Moi, je les connais pas, j'ai grandi ici. Tu les jettes au plafond, ils restent accrochés, ils ont des oursins dans les poches. Les niches fiscales, on en parle des niches fiscales? On en parle. Non. On va parler du homard de monsieur de Rugis. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, que madame de Rugis s'épile le concombre avec je sais pas quoi. Non, mais c'est vrai. Au bout d'un moment, je veux pas être... c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais pourtant, on va passer 2 semaines à parler de ça, à dire « Oh, c'est bien, il a démissionné. » Il est député, là. Il est député, ça y est. Mais ça en avant, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais... Ouais, moi, tu sais ce que je dis souvent? Je dis que moi, je suis l'arabe qui cache la forêt. Parce que des fois, ils te mettent des Rachida Dati, des Ramayat, je crois qu'ils en ont sorti un, là, ou une. Tu sais, des minorités, là. Je l'appelle souvent l'arabe qui cache la forêt, ou le noir qui cache la forêt. Bon, c'est mieux l'arabe, ça fait mieux le jeu de mots. Mais souvent, on sort des trucs comme ça. Bon, écoute, en tout cas, Chris, moi, je pense que... Je reste persuadé que les choses vont changer. Pourquoi? Parce que tu es en face de moi, tu es en face de nous. Et c'est à partir de gens comme toi, à partir de gens isolés comme toi, que les choses elles vont bouger. Et ça, j'en reste persuadé. Ça mettra un certain temps. Hein, je ne vais pas ressortir un petit truc à la con comme quoi Rome s'est fait en un jour. Ouais, moi j'aime bien la sortir, c'est pas grave, on a le droit aussi. Mais en tout cas, je reste persuadé, je reste convaincu, mais vraiment, que les choses vont finir par bouger, par changer. On est trop avancé dans le système. On en a trop sur le cœur. Et tu vois, regarde, ça fait maintenant combien? On est à l'acte combien? 34, 35, 36, je crois. 36, 36, ouais. 36, on est toujours là. Ce mouvement ne va pas s'arrêter. Et même s'il y a aujourd'hui des gens encore qui ne... Oui, mais on le criminalise. Ce que je vais t'expliquer, c'est que moi je suis l'exemple parfait de la criminalisation du mouvement. On criminalise des gens qui ne sont pas des criminels. Et ce qui est marrant, c'est que ce sont des malfrats qui criminalisent des citoyens. Donc c'est ça qui est insupportable. C'est qu'aujourd'hui, alors on parle, hier c'était samedi, hein, c'était le 36, 35, personne n'a parlé de ce qu'on fait. On est d'accord, c'est de la pure politique. Il y a qu'à simplement regarder, comment dirais-je, Wikileaks. Hein, avec l'affaire de Assange, je veux dire, cet homme-là se retrouve, bon, bref, tout le monde connaît l'histoire, bien sûr. D'accord. Donc, et je ne sais plus qui c'est qui disait, de toute façon, quand il y a une seule personne qui dit la vérité, de toute façon, c'est un menteur. Voilà. Tu as une loi en préparation pour les lanceurs d'alerte aussi. Donc, pour les empêcher justement de faire... Au jour d'aujourd'hui, même si on est trop peu, je reste convaincu que de toute façon, ce trop peu va finir par être... J'espère, mais la criminalisation du mouvement a fait en sorte que les gens ont peur. Avant le mouvement... Ils ont peur d'aller en prison, ils ont peur d'être arrêtés, ils ont peur de se faire casser la main, le bras, crever l'œil. Mais tout à fait. Ils ont peur. Regardez Zineb, la pauvre Zineb Redouane, regardez la pauvre femme, elle a fermé son volet. Ils sont rentrés, ils ont pris les clés à la voisine, ils ont lavé les lieux. Les mecs qui ont fait ça, ils ont été décorés. Ils ont été décorés il y a quelques jours par Castaner. Et nous, on est là, et c'est normal. Et je comprends pas. C'était ma mère, moi, Zineb. Je te jure, c'était ma mère. Qu'est-ce que je fais? C'est ça que je comprends pas. Je ne comprends pas. Ils n'ont pas des pères, des frères, des sœurs, ces gens-là. Je comprends pas. Je n'arrive pas. C'est pour ça que je suis un peu pessimiste, c'est vrai. Mais non, mais ça bouge. Aujourd'hui, t'as les baveux dans les journalistes, tu me parles, ils parlent d'ultra jeunes. Regarde le langage, leur 9 langues à la con. Ils utilisent un langage, des éléments de langage ultra jeunes. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, heureusement qu'on n'a pas pris pourpre, parce que ultra pourpre, ou je sais pas quoi. Non mais qu'est-ce que c'est cette connerie? Ultra jeune, ils disent, bah, c'est sûrement des ultra jeunes. Qu'est-ce que quoi, ultra jeunes, les gars? Mais d'où ils sortent des choses comme ça? Moi, ça me révolte. Alors après, t'as raison, bien sûr qu'il faut garder espoir, faut toujours garder espoir. Faut toujours se dire qu'on va changer les choses. Mais putain, on est mal barré. Hein. Oui, c'est un fait, on est mal barré. On est mal barré, il faut s'unir, il faut faire un parti. Ils te disent c'est apolitique, il n'y a rien de plus ridicule que de dire on est apolitique. Tout est politique dans la vie. Chaque acte que l'on fait est politique. Du yaourt qu'on achète jusqu'à tout ce qu'on fait est politique. Tout a une incidence sur la société. Donc je comprends pas pourquoi on te dit apolitique. Non, il faut se réunir et leur mettre au cul avec leurs armes. Leur mettre au cul avec leurs armes. Être représenté. Et quand tu es représenté, comme je t'ai dit, quand 577 députés, dans les 577, il y aura les 40 ou 50 ou 60% majoritaires d'employés et d'ouvriers et de gens de petites conditions qui ne sont pas représentés,
Là, ouais, je te dirais, ça a changé les choses. Mais aujourd'hui, à part des putains d'assureurs, des lobbyistes, des banquiers, des médecins, mes couilles, des professions libérales qui s'en mettent plein les fouilles, t'as rien d'autre. Il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas d'employés, il n'y a pas de facteurs. Pourquoi la démocratie, c'est juste ceux qui ont de l'argent. Je ne comprends pas. Donc quand j'aurai un Parlement qui me ressemblera, je pourrais te dire, ouais, là, les choses vont changer. Mais crois-moi qu'on ne l'aura pas comme ça. Alors s'il faut qu'elles changent, les choses, il va falloir qu'on se bouge le fion et qu'on aille leur montrer comment ça se passe. Mais toi et moi, on fait pas le lot, hein. On n'est pas assez, tu comprends? Mais il n'y a pas que toi et moi. Justement, c'est ce qui me fait espérer. C'est qu'avant qu'il y ait toi et moi, ou même d'autres, avant ce mouvement, en fait, il y avait quelques personnes dissimulées de ci, de là. Aujourd'hui, on est quand même déjà peu nombreux, même si on reste bien en dessous du nombre qu'on devrait être. Mais c'est avec des petites choses qu'on va commencer. Oui, ce sont les petits ruisseaux qui font des grandes rivières. Bien sûr. Voilà, je reprends des choses que j'ai entendues tellement de fois et qui sont vraies. Donc, on a le droit à nos pensifs nous aussi. Hein. Voilà. Tu vois, ce qui se passe là aujourd'hui, ça va être vu avec ton accord, ça va être entendu avec ton accord, ça va être diffusé avec ton accord. Et rien que ça, même si c'est une petite échelle, rien que ça va faire prendre conscience, ça va faire bouger les choses. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions de pouvoir filmer d'autres personnes qui nous racontent aussi leur petite histoire, avec ton aide si tu as des gens qui sont autour de toi. Parce que c'est ça qu'il va falloir diffuser, continuer à diffuser en masse. Bien sûr. Bien sûr. Donc, mais le témoignage, c'est toujours nécessaire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Chris? Quelque chose. Ben oui. Je vais partir encore dans 2 heures dans des digressions intempestives. Je sais bien, mais est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Bah oui. Hein. Allez, quelque chose qui donne de l'espoir. Qui donne de l'espoir. Moi, je dirais plus quelque chose qui donne de la hargne, du courage. Hein. Aussi, donc, tout à fait. Je vais faire juste une petite citation alors. Je te dirais que parce que nous sommes à genoux, alors bordel de merde, levons-nous. Voilà, levons-nous enfin. Levons-nous contre ces gens. Parce qu'ils ne représentent rien du tout, strictement rien. C'est une minorité. C'est vrai qu'il est tellement facile quand ils sont harnachés comme ils le sont, de matraquer des gens qui ont comme pour simple défense un gilet jaune ou un t-shirt qui n'est pas jaune. Bien sûr. Là c'est facile. C'est facile. En tout cas, écoute, je crois que on a fait le tour, tu as exprimé l'essentiel et je tiens à te serrer la main et à te remercier infiniment. Merci à toi aussi. Et merci à vous, merci à tout le monde de m'avoir écouté. Bon, je fais beaucoup de digressions et j'essaierai plus tard de faire un témoignage plus ordonné pour pouvoir vous expliquer exactement, précisément ce qu'ils ont fait sur Antibes particulièrement. À moi, à celle qui a été jugée avec moi, comme au jeune homme aussi qui était avec moi. Mais bon, il faut lutter, il faut garder courage. Et voilà, on va garder un message d'espoir comme tu l'as dit. Et on va faire en sorte de se battre encore et encore. Et surtout de s'unir, d'être fort. Parce que demain, il suffit d'être 50 000 devant l'Assemblée. Pas plus, hein. 50 000, hein. Les bras serrés, tous en rang, sans bouger. Croyez-moi que ça va leur faire drôle. Croyez-moi qu'ils vont vite descendre de leur pédestal pour venir dire bon, qu'est-ce qui se passe là? Mais on l'est pas. Il va falloir se mobiliser. On n'est pas, pour le moment. Il va falloir faire... Vous savez, je vais finir sur un truc parce que... Bon, moi les gilets jaunes, ça fait 7 mois, j'ai un profil sur Facebook, ça, mais je montre jamais ma tête, c'est une des premières fois où quelqu'un verra ma tête. Mais hélas, j'ai beaucoup de gilets jaunes qui ont des idées, des opinions politiques très à droite, qui m'envoient des messages très fleuris sur les immigrés. Mais je veux leur dire, moi, à ces gens-là, parce que bon, je pense qu'en tout cas, ils n'ont pas compris. Parce que comme je m'appelle Chris, ils doivent croire que je suis blond aux yeux bleus, donc bon, je ne le suis pas, hein, désolé de vous décevoir. Mais je veux leur faire comprendre que moi, la France, je l'aime. Et je l'aime pas à cause d'eux, ou pour leur prendre leur pognon, pour les allocations. Hein. Je l'aime parce qu'en fin de compte, la France, c'est le seul pays au monde qui a une hymne nationale qui n'est pas une hymne nationale, qui n'est pas une hymne nationaliste.
C'est un chant révolutionnaire. Ce sont des civils, des pauvres, des gens miséreux, qui ont dit stop au Seigneur. Le sang impur, c'est pas le sang des Noirs, des Arabes, je sais pas quoi. C'est le sang bleu des nobles. C'est le sang de ceux qui déjà à l'époque oppressaient les paysans et les citoyens. Donc moi si j'aime ce pays et que je me reconnais en ce pays, c'est pour justement ce discours universaliste. On est tous citoyens français, par nos différences. Et le but du concept de la République française, c'est que le monde entier soit français presque. C'est un concept universaliste. Tout homme naît libre et égaux en droit. C'est pas juste des belles paroles, après on va me dire Voltaire, machin, Diderot, c'est un esclavagiste, il n'y a pas de souci, ok. C'est pas la question. Le principe en lui-même, la philosophie des Lumières, le règne de la raison, c'est en France qu'il est né. Un peu en Angleterre aussi, il ne faut pas leur enlever, mais c'est en France qu'il est né. C'est pour ça que j'aime moi fondamentalement ce pays et que je me sens français. Alors ils peuvent me haïr, me traiter de bico, de raton, tout ce qu'ils veulent, mais jamais ils seront plus français que moi ces gens-là, et jamais ils m'enlèveront cette fierté que j'ai moi de faire partie d'un peuple, du seul peuple au monde qui s'est révolté contre les monarchies et qui leur ont coupé la tête. Donc là, je vais garder de l'espoir, parce que c'est vrai qu'il n'y a qu'ici qu'on peut détrôner les rois. Il n'y a qu'en France qu'on a détrôné les rois, il n'y a qu'en France qu'on a mis sur l'échafaud. Bon, certes pour la bourgeoisie, certes pour les intérêts plus tard des commerçants, mais on l'a quand même fait. Donc aujourd'hui, c'est ça que je voudrais que les gens se remémorent et qu'ils arrêtent, s'ils le peuvent, de m'envoyer des posts des posts xénophobes, parce que bon, ça m'éviterait de leur répondre, comme j'ai tendance à vouloir répondre à tout le monde. Donc sinon, je voulais juste dire ça et je te remercie pour m'avoir écouté. Je t'en prie, avec plaisir, avec plaisir. Je pense que, voilà, je pense tellement de choses, mais bon, j'ai du mal à argumenter. Bon, écoute, voilà, on a fait le tour. Pourquoi pas une prochaine vidéo? Oui, bien sûr, on va s'organiser un peu mieux. Là, on a fait un peu... C'est déjà bien. Improvisé. C'est déjà bien. Ce qu'on fait, c'est important. Sans ce mouvement, on ne se serait pas connu. On n'aurait pas connu notre cher caméraman, qui ne dit pas un mot, mais qui est là derrière et qui n'en pense pas moins. Et c'est ça qui fait... C'est ça qui... L'avenir ne sera plus jamais comme avant. Rien que par ce mouvement déjà. Il ne sera plus jamais comme avant. Donc, où ça passe, où ça casse. Bien sûr. Mais c'est ça qu'ont pas compris les médias de masse et ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent. Ils n'ont pas compris que malgré tout ce qu'ils peuvent faire pour nous occulter, pour nous criminaliser, pour faire de nous des mauvaises personnes, des délinquants, des casseurs, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils ne pourront jamais faire en sorte que ce mouvement inédit, cette vague impromptue puisse être effacée de l'histoire. C'est-à-dire que ce mouvement, il est historique. Eux ne le seront pas. Eux, ils ne seront pas inscrits dans l'histoire. Donc la postérité, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire qu'on est délinquants, ils peuvent nous oublier, nous ostraciser, nous mettre de côté, nous traiter de tout, mais historiquement, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans, les Gilets jaunes, ils seront dans les livres d'histoire. Contrairement à peut-être M. Macron et ses sbires. Donc moi je trouve que là où tu as raison, c'est ça. C'est que personne ne nous empêchera d'une part d'exprimer notre opinion, d'avoir la liberté de le faire, et surtout d'avoir à jamais marqué l'histoire de France. Parce qu'effectivement, ce mouvement, c'est un mouvement historique, et j'espère qu'il n'est pas fini, j'espère qu'il continuera et qu'il changera les choses. D'ailleurs, je constate qu'il y a beaucoup de femmes, plus que d'hommes, qui se battent, franchement. Et je croise beaucoup de femmes très courageuses. C'est impressionnant. Oui. Ouais, très impressionnant, très impressionnant. D'ailleurs, je voulais leur tirer, leur tirer mon chapeau, leur dire bravo, dire toutes ces femmes courageuses que franchement, elles me surprennent chaque jour, chaque manifestation. Elles sont là, elles n'ont pas peur, à leur risque et péril. J'aimerais que certains hommes soient inspirés par ça, qu'ils puissent venir pour les défendre, parce que bon, elles en ont bien besoin. Mais c'est un dicton qui dit justement derrière tout homme qui réussit se cache une femme forte. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le pensif des misogynes pour oublier 200 ans de misogynie institutionnelle et religieuse. Tu sais.